Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French House Jaipur pour notre Sunday Speaking Series qu'on appelle aussi DIR, c'est-à-dire Dimanche d'idées, de rire et d'échanges, parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Et aujourd'hui, nous avons de la chance d'avoir avec nous notre amie Anne. Bonjour Anne, merci d'être venue. Bonjour tout le monde. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler sur le thème que vous voyez, c'est être bénévole, enrichir les autres, s'enrichir soi-même. Et pour parler de ce thème, nous avons notre experte Anne, mais j'aimerais bien la présenter. Alors Anne est retraitée depuis septembre. Elle est mariée et mère de 2 enfants adultes. Elle réside au Creusot depuis de nombreuses années. Tout au long de sa carrière, Anne a été enseignante puis formatrice pour adultes. En fin de parcours professionnel, elle s'est investie dans un projet intitulé Enthousiasme orthographique, dont l'objectif est d'améliorer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture dès la maternelle. Alors, nous aussi, on a besoin de ça, Anne, de travailler sur ça. Et donc, on a hâte de te parler sur ce thème aussi un jour, pourquoi pas. Et Oui. engagée de longue date dans la vie associative et bénévole, elle a toujours évolué dans le milieu sportif. Elle pratique aujourd'hui l'aviron et le vélo, mais a également expérimenté d'autres disciplines au fil des années. Par ailleurs, Anne est peintre et réalisatrice amateur. Elle s'investit aussi dans des projets à vocation sociale, notamment l'accompagnement de jeunes en difficulté ou la préservation de la mémoire des événements historiques. Anne aime la vie et les gens surtout, à tel point qu'elle a décidé de leur accorder tout son temps libre. Merci beaucoup, Anne, pour ça. Et c'est pour ça que tu es là et on adore beaucoup cet aspect de ta vie. Bien qu'à la retraite, elle continue à participer activement au projet Enthousiasme orthographique ainsi qu'à d'autres initiatives collaboratives comme Voisins coopérants, dont elle est à l'origine. Anne est une personne remarquable, profondément humaine. Elle incarne la bienveillance et trouve de la joie et de la chaleur dans les relations humaines, ce qui rend chaque rencontre avec elle riche de sens et d'émotions. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler avec elle et de vivre ma vie au Creusot. Ça fait déjà 14 ans, enfin, je veux dire, oui, plus que ça. Voilà, et donc, je la connais et c'est une personne formidable. Merci beaucoup, Anne, d'être venue pour enrichir cette séance d'aujourd'hui. Merci Et beaucoup, je vais Jay. C'est très gentil comme présentation. Voilà, je suis un peu émue, mais voilà. Et puis, c'est toi qui es extraordinaire, Jay. Voilà, il faut le dire. Merci, merci. Voilà, à toi la parole, Anne. Alors, pour vous, j'ai travaillé un petit peu. J'ai cherché dans le dictionnaire qu'est-ce que ça voulait dire que le bénévolat. Qu'est-ce que c'est que s'engager dans le bénévolat? Alors, dans le dictionnaire, c'est écrit que c'est accomplir un travail gratuitement sans y être obligé. Alors, je me suis dit qu'à ce niveau-là, on est tous des bénévoles. Par exemple, quand on sort les poubelles, quand on cultive son jardin ou quand on garde le chien de son voisin. Mais la plupart des activités bénévoles sortent du cadre de la famille ou du voisinage pour s'engager dans la collectivité, souvent sous la forme associative. Alors, si je peux parler de moi et que je peux parler de mes activités bénévoles, elles ont commencé très tôt. Elles ont commencé par un engagement sportif quand j'étais petite. Et un engagement sportif bénévole, eh ben, c'est pas juste aller faire du sport, mais c'est aller aux entraînements, c'est représenter un club, représenter une ville ou même plus si on est doué, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et je me suis aussi engagée dans des activités au lycée ou au collège, dans des projets collectifs avec quelques minces responsabilités qui étaient dues à mon âge. Hein, par exemple, vendre des bonbons pour financer un voyage, être élu dans une association pour améliorer le service de la cantine ou faire un journal scolaire, ce que peuvent faire les jeunes adolescents. Mon premier travail dans l'animation, j'avais 15 ans, j'ai été animatrice de jeunes enfants et je l'ai fait bénévolement. Voilà, c'est que je me suis engagée comme. Alors,
comme j'étais débutante, et que j'avais pas de diplôme, voilà, j'ai dit, ben, je vais essayer, mais bénévolement, pour voir si ça me plaît, et ça m'a beaucoup plu. Et après, j'ai travaillé avec des enfants toute ma vie. Voilà. Et puis, j'ai monté ma première association avec une amie, j'avais 24 ans. Donc ça, c'est plutôt un engagement citoyen qui est un peu plus que du bénévolat. Là, on est dans l'engagement. Je ne sais pas si vous connaissez en Inde, mais à l'âge de 24 ans, j'ai monté SOS Racisme sur la ville d'Autun. SOS Racisme, ça existe toujours en France, mais c'est beaucoup moins actif. C'était une association qui visait à promouvoir l'amitié entre les peuples, et notamment entre les gens qui venaient habiter en France et qui étaient issus de l'immigration. Et puis j'ai monté une deuxième association à l'âge de 30 ans qui s'appelle Capharnaüm, qui existe toujours, mais dont je ne suis plus la présidente. J'ai été la présidente de nombreuses années, qui était une association où les gens venaient peindre en amateur. Alors, on en a discuté un petit peu avec votre professeur avant. On va essayer après de voir la différence entre pratique amateur, bénévolat, engagement citoyen, débutant, etc. Et puis en 2011, voilà, j'ai monté une association qui s'appelle La Baraque, dont on pourra parler plus tard, si vous voulez bien. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Je suis également engagée dans un projet avec l'entreprise Pas à Pas qui travaille pour les personnes en situation d'illettrisme sur l'enthousiasme orthographique. Et tout ça, je le fais évidemment bénévolement. Je suis responsable d'une web TV amateur sur le Creusot, où on fait des portraits de gens, de personnes du Creusot, des portraits de gens qui sont des artistes, par exemple, ou des gens qui ont des belles initiatives. Voilà, on les met en valeur et on fait un film sur eux. Voilà, je suis à l'initiative d'un collectif, alors qui n'est pas associatif, parce qu'on peut s'engager dans le bénévolat dans une association, parce que c'est facile, il y a un cadre. Il y a des gens qui travaillent autour d'une passion, autour d'un thème. Ça peut être humanitaire, mais ça peut être social, ça peut être artistique ou sportif. Mais on peut aussi s'engager dans des collectifs de citoyens qui ne veulent pas s'associer en association. Et ça s'appelle Voisins coopérants, donc j'en suis à l'initiative. C'est un collectif de voisins, en fait, c'est mes voisins. On s'est mis en collectif pour mutualiser soit du matériel, parce qu'il y a du matériel qui est très cher, par exemple une broyeuse. Quand on fait son jardin, nous en France, maintenant il est interdit de brûler les végétaux une fois qu'ils sont coupés, les branches mortes, etc., etc. Il faut les emmener dans une déchetterie. Et la déchetterie, on a 17 passages dans l'année. Et nous, comme on a un grand jardin que je vous ferai visiter tout à l'heure, on a énormément de déchets verts. Et on aimerait bien s'acheter une broyeuse pour broyer les déchets. Or, c'est très, très cher. Donc, on a eu l'idée de faire ces voisins coopérants pour acheter une broyeuse pour le quartier et puis mutualiser le matériel, se le prêter, mais aussi pour ramasser les déchets. Je ne sais pas si en Inde c'est la même chose, mais ici, il y a beaucoup de gens qui jettent leurs déchets de leur voiture, qui se retrouvent sur le bord des routes et c'est moche, c'est sale et voilà, on s'entraide là-dessus, mais on peut s'entraîner sur faire du covoiturage, des choses comme ça. Donc ça, c'est un collectif, mais on débute juste, hein, on commence. Et puis là, ce sont des engagements où on va vers les gens, où on est un groupe. Hein, moi, je ne suis pas toute seule, on est toujours un groupe de personnes, soit en association, soit pas. Et on est sur un engagement citoyen. Mais on peut aussi faire des pratiques amateurs simplement pour le plaisir. Moi, je pratique l'aviron en club. J'ai commencé cette année, mais j'y vais juste pour faire plaisir. C'est de la pratique amateur. Je ne suis pas du tout engagée dans l'association. Je m'occupe pas du bureau, je m'occupe pas de chercher des fonds pour acheter des bateaux. Voilà. Et je fais le tout complètement gratuit. Voilà. Si j'ai quelques minutes, je peux vous parler de l'association La Baraque, si vous voulez bien. Je peux vous la faire visiter. Alors, l'association La Baraque, ça vient du fait que je pratique la peinture depuis 40 ans et que ça ne me plaisait pas d'être en association parce que ça, c'est une passion. C'est encore autre chose entre pratique amateur, bénévolat, passion. La peinture, c'est une passion et je dirais même que c'est une passion dévorante. C'est-à-dire que
quand j'ai envie de peindre à 6 heures du matin, eh ben, je me lève et je vais peindre. Quand j'ai envie de peindre entre midi et 2, ben, je mange pas et je vais peindre. Quand j'ai envie de peindre le soir, je peux peindre jusqu'à très tard le soir. Et si j'étais en association, j'étais obligée de peindre. Alors l'association, c'était le jeudi de 17 à 19. Puis quelquefois, le jeudi de 17 à 19, eh ben, j'avais pas du tout envie de peindre. Et puis des fois, j'avais envie de peindre beaucoup plus. Et souvent, c'est beaucoup plus. Du coup, dans notre jardin, on a ce qu'on appelle une baraque au Creusot. C'est-à-dire que les ouvriers autrefois, moi je suis dans une ville industrielle, le Creusot, les ouvriers autrefois habitaient dans des toutes petites maisons, il n'y avait qu'une pièce. Ils faisaient la cuisine dehors, sous un appentis. Si je donne des mots que vous ne comprenez pas, vous levez la main hein, et puis moi j'explique. Et ces petites maisons, la famille vivait dans une pièce où elle dormait, elle mangeait. Et puis le reste du temps, ils allaient travailler parce que comme ils travaillaient à l'usine, ils partaient tôt le matin, ils rentraient tard le soir. Ils faisaient la cuisine sous le petit appentis et ils dormaient dans cette petite maison. Et cette petite maison, c'est la maison de la tante de mon arrière-grand-mère parce qu'ils étaient ouvriers à l'usine. Et cette petite maison, bien sûr, vous comprenez bien que les familles d'aujourd'hui ne vivent plus dans des petits endroits exigus comme ça, tout petits. Et du coup, nous, on habite à côté, on a une autre maison à côté, mais dans le jardin, on a préservé cette petite maison qui date du 19e siècle. Et du coup, j'en ai fait mon atelier. Et cet atelier, je l'ai ouvert à d'autres amateurs qui ont envie de venir soit exposer leur toile, on l'a transformée en petite salle de spectacle, soit faire de la musique, soit du théâtre, etc., etc. Et du coup, depuis 2015, on accueille à la baraque, c'est-à-dire dans cette petite maison, des gens qui veulent montrer leur pratique amateur. On n'accueille pas de professionnels. On accueille des gens qui veulent, qui font par exemple du théâtre avec leurs copains, et puis ou des gens qui font de la guitare chez eux et puis qui se sont jamais produits. Eh bien, on les accueille pour qu'ils puissent montrer à un public. Alors un petit public parce qu'on a une jauge de 13 à 20 personnes. C'est une toute petite jauge, c'est-à-dire qu'on peut mettre 13 chaises 13 à 20 ou 20 personnes debout. Et puis, on a la joie et le bonheur de voir quelqu'un qui se produit souvent pour la première fois. Alors, ça peut être un chanteur, ça peut être un danseur. Alors, quelquefois, c'est très beau parce que ce sont des apprentis ou ce sont des gens qui ont appris tout seuls et puis après qui déploient leurs ailes. Et puis, on a notamment un jeune danseur qui maintenant est professionnel, danseur professionnel à Toulouse, dans une autre ville française très très loin. Donc, ça peut être de très belles rencontres et puis c'est un tremplin pour les amateurs, justement. Donc, je vais vous faire visiter. Voilà, je tourne ma caméra. Ah, je ne sais pas si je peux tourner. Alors, je vais faire comme ça. Je sais comment je vais faire. Je vais tourner comme ça. Voilà. Donc là, on est dans le jardin. Comme je vous l'ai dit, c'est le printemps. Voilà, c'est très vert, mais il fait frais. Voilà, donc là, c'est ma maison. Voilà. Et puis, voilà, si je me tourne ici, je suis à la baraque. Et voilà, je rentre dans la baraque, le petit lieu dont je viens de vous parler, où au mur, on peut voir donc les tableaux que je peins. Voilà. Et puis ici, là, quand on ferme la porte de la véranda, voilà, je vous montre la véranda. Quand on ferme la porte, voilà, à cet endroit-là, eh ben, il y a une scène où les gens peuvent se produire. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout petit. Enfin, c'est tout petit. Je ne sais pas combien ça fait. Peut-être, je dirais 20 mètres carrés. Voilà. Voilà, donc il y a un endroit, parce qu'on peut manger aussi, il y a des couverts, voilà, un petit frigo. Voilà. Voilà, il y a de quoi cuisiner. Quand on accueille du monde, un bar, c'est important, un bar. Voilà, en France, parce qu'on aime bien boire quand on fait des événements. Voilà, voilà. Et puis le jardin. Voilà. Le printemps en France. Avec les oiseaux. Mais on ne s'y trompe pas, il fait froid. Voilà. Moi, j'en ai terminé avec ma présentation. J'espère que vous avez bien vu ce que je vous ai montré. Et puis, moi, je suis prête à écouter vos questions. Voilà. Très bien.
Merci beaucoup, Anne, pour cette belle présentation avec une petite visite de ton atelier, de ton jardin. Et c'était super bien avec les oiseaux qui chantent. Ça nous transporte déjà de ton restant en Inde, en France, au Creusot, plus précisément. Voilà. Voilà. Merci, chers amis, chers participants, si vous avez des questions à lui poser ou si vous voulez partager votre expérience sur ce thème, faire du bénévolat, si vous faites partie à une association, comment ça se fait en Inde, si vous faites quelque chose dans ce domaine, allez-y, n'hésitez pas, allumez votre caméra, activez votre micro et vous nous parlez. Aussi bien, vous avez des questions à lui poser à Anne. Oui, quelqu'un? Oui, Tanuja, vas-y. Euh, Madame, vous avez dit que vous travaillez avec euh, les minorités euh, avec SOS, right? I forgot the name. Oui. Euh, SOS Racisme. Voulez-vous SOS racisme? Voulez-vous dire un peu plus comment vous les aidez? Alors, SOS Racisme, c'est une association qui est née dans les années 80. Donc moi, dans les années 80, eh ben, j'avais 20 ans. C'était il y a très longtemps. Et, SOS Racisme, il y avait donc un collectif national qui s'occupait de façon juridique comment dire, à aider les gens qui étaient victimes de racisme et puis de façon juridique de les aider dans leur démarche, tout simplement avec des avocats, voilà, parce que c'était vraiment le tout début de ce combat. Maintenant, il n'y a plus besoin. Maintenant, c'est dans la loi. Et voilà, et on peut porter plainte tout de suite. Mais à cette époque, c'était pas si évident que ça. Et puis, les collectifs, les associations qui étaient disséminées dans le reste de la France, c'était des petites associations. Donc, nous, on était plutôt chargés de faire des événements festifs multiculturels. C'est-à-dire qu'on développait des concerts, on développait des fêtes où on partageait de la cuisine, par exemple. Euh, il y avait de très très grands concerts en France à cette époque-là qui accueillaient énormément de monde, qui étaient initiés par SOS Racisme. Donc nous, on affrétait des bus et puis on montait. Souvent les concerts étaient à Paris, donc on montait en bus avec des jeunes à Paris. C'était une aventure extraordinaire, hein. Les parents nous les confiaient. Alors il fallait bien qu'on fasse attention parce qu'il y avait énormément de monde dans ces concerts, qu'on les garde bien autour de nous. Qu'est-ce qu'on faisait aussi? Des gens qui étaient en situation irrégulière, on les aidait à trouver des gens pour les aider à faire leurs papiers. Des gens qui étaient en détresse financière aussi, on trouvait des assistantes sociales. Enfin, il y avait tout un groupement de professionnels que nous, on pouvait activer pour aider les gens qui arrivaient sur le territoire et qui étaient victimes de racisme. Voilà. Et cette association est seulement en France, par Ah États-Unis. oui, C'est d'accord. une association internationale. C'est national. C'est en France, mais je ne sais pas si ça Nationale. existe ailleurs. Je ne sais pas. D'accord, très bien. Merci Anne, merci Tanuja. Alors Anne, quelles sont les qualités, enfin, quelles sont les compétences dont on a besoin comme exigence pour vraiment faire du bénévolat? Est-ce que il faut être, comment dire, il faut avoir certaines qualités pour y participer ou comment trouver si je suis la bonne personne ou pas? Alors, tout le monde peut faire du bénévolat. Les qualités principales, je dirais, c'est la curiosité. La curiosité et l'envie d'apprendre parce que moi, quand je suis arrivée à SOS Racisme, c'était un combat qui me tenait à cœur, mais pour Voisins coopérants, c'est arrivé comme ça. C'est en fait, on se saisit des opportunités qui s'offrent à nous, on discute avec les gens qui sont autour et comme il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans le bénévolat, je suis aussi à l'association Femmes Solidaires parce que c'est une association qui vise
qui vise à, comment dire, à développer l'égalité entre les filles et les garçons en France. Et là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me chercher. Donc, a priori, je n'y serais pas allée, mais par curiosité, j'y suis allée. Et quand on est curieux, on découvre toujours des gens extraordinaires et des façons de faire qui sont différentes des nôtres, et on apprend toujours. Donc, la curiosité et l'envie d'apprendre, moi je dirais, c'est les qualités qui sont demandées, c'est tout. Le reste, après, on apprend sur place. On se fait guider par les gens qui sont sur place. Oui, tout à fait. En fait, la curiosité et l'envie d'apprendre, ce sont les qualités ou bien les points importants pour déclencher votre, comment dire, participation à ces actions-là. Et qu'est-ce qu'on devient après? Par exemple, on vient avec la curiosité et l'envie d'apprendre, et après avoir bien travaillé avec ces gens-là, avec les gens qui ont besoin de nous, après, je dirais 2 mois, 3 mois, une année, qu'est-ce qu'on devient? Est-ce qu'il y a un changement au niveau personnel? Qu'est-ce que tu vois chez toi ou bien en général? Est-ce que ça change notre personnalité? On devient beaucoup plus citoyen, une personne citoyenne du monde peut-être, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu peux en dire? Ce que je peux en dire, c'est en fait, chacun vient avec ce qu'il est. Mhm. C'est-à-dire, moi, c'est plutôt mon tempérament d'avancer, d'avoir envie de prendre en main des choses. Il y a des gens, ils sont pas comme ça, et c'est pas grave, il faut tout dans une association. Donc, à l'association La Baraque, il y a quelqu'un qui va s'occuper que de la buvette et qui va être très content de s'occuper de la buvette. Il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper de l'accueil des artistes, par exemple. En fait, euh, on ne devient pas quelqu'un, mais c'est-à-dire on devient une meilleure version de soi-même. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime l'accueil, eh ben, il va se spécialiser dans l'accueil. Quelqu'un qui aime la cuisine, par exemple, c'est très important en France. Tout est accompagné de cuisine. On ne peut pas imaginer une association ou une action sans qu'on propose à boire et à manger. C'est pas possible. Sinon, les gens viennent pas. C'est simple. Eh ben, là, il faut des bons cuisiniers. Moi, je suis une piètre cuisinière. Je suis très mauvaise cuisinière. Et du coup, heureusement, il y a quelqu'un dans l'association qui réfléchit à la cuisine et comment accueillir et comment faire en sorte qu'on puisse nourrir, par exemple, 100 personnes de façon efficace. Voilà. Et plutôt que moi, ça m'intéresse moins que je me creuse la tête et puis que je me fasse des nœuds dans le cerveau eh ben voilà, il y a des gens qui vont s'en saisir. Ouais, je dirais on devient une meilleure version de soi-même. Voilà. Super. Voilà, on vient avec la curiosité et l'envie Et puis, d'apprendre. si je peux, Oui, oui. ouais, Yann. oui, si je peux continuer, on a une adhérente à l'association qui ne se déplace jamais à l'association, jamais. Mais elle aime bien faire des visuels pour les événements. Donc, on n'est même pas obligé d'aimer d'être entouré de monde. C'est quelqu'un qui est un peu solitaire, mais par contre, elle va faire de très beaux visuels pour l'association. Voilà. D'accord. On n'est pas obligé d'aimer être dans le monde. Il y a des gens qui ne sont pas forcément à l'aise en collectivité, mais ils peuvent participer à la vie de la collectivité. Voilà. D'accord. C'est-à-dire même tout en restant à distance, on peut y participer. D'accord, très bien. Alors, comme tu dis, alors je comprends bien qu'on vient avec la curiosité, l'envie d'apprendre et on se trouve dans sa meilleure version. C'est ça? Tout Voilà. à la fin. Très bien. Merci. Alors, on voit Sima. Sima, tu as une question ou quelque chose à dire? Oui, Oui. bonjour. Bonjour Bonjour. Sima. Oui, bonjour. Donc, je voudrais savoir, pour faire le bénévolat en France, avant de s'y inscrire, est-ce qu'on doit, pardon, suivre une formation ou on peut y participer directement? C'est une excellente question, Sima. Il n'y a pas de formation au bénévolat et moi, je trouve que c'est dommageable parce qu'il y a des gens qui peuvent s'engager, notamment dans tout ce qui est social ou auprès des enfants, et qui nécessiteraient une formation. Il y a des gens qui peuvent être très maladroits. Il y a des gens qui peuvent même faire des choses qui sont contre-productives. Euh, Alors, tout ce qui est professionnel, il y a des formations au niveau des enfants, au niveau du social, mais tout ce qui est bénévolat, il n'y en a pas.
Et moi, je vois par exemple au Restaurant du Cœur, il y a des gens qui peuvent très mal accueillir les bénéficiaires, qui sont des gens qui sont en détresse sociale et en détresse financière et qui ont pas besoin en plus d'être brusqués. Voilà. Mais il n'y a pas de formation. Et le problème du bénévolat, Sima, mais c'est une très très bonne question parce que moi, en tant que présidente, si je vois qu'il y a quelqu'un qui est déviant, alors on a des statuts qui nous protègent. Si quelqu'un a des propos racistes, des propos sexistes, des propos violents, des propos homophobes, enfin bon, peu importe. Si des gens ont des propos comme ça, moi, je peux me cacher derrière les statuts de l'association en disant ça, c'est interdit chez nous. De toute façon, c'est interdit dans la loi déjà, mais bon, c'est interdit chez nous. Voilà. Mais j'ai aucun pouvoir. Si cette personne est désagréable avec les gens, je n'ai aucun pouvoir. Mais vous avez raison, c'est une excellente question. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Sima. Alors, il n'y a pas de formation. Alors, Anne, ça me fait penser à ma question suivante. Alors, dans les écoles, comment ça se fait? Est-ce qu'on entraîne les enfants à partir de bas âge? Comment tu vois? Parce que tu as beaucoup travaillé, une longue carrière à l'école. Alors, est-ce qu'on implique les enfants pour faire du bénévolat ou on les sensibilise un petit peu? Comment ça se fait? Est-ce que, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, avec les enfants, de toute façon, l'éducation, c'est déjà une éducation pour le vivre ensemble dès la maternelle. La maternelle, c'est le gros pôle éducatif de la maternelle, c'est apprendre à vivre ensemble parce que ça s'apprend, c'est pas inné, c'est compliqué. Et puis après, chaque enseignant a des objectifs d'enseignement et dans les objectifs d'enseignement, il y a tout un objectif, tous les objectifs, mais ça vous en parlerez peut-être plus facilement avec des gens qui sont dans l'éducation nationale. Mais il y a des objectifs sur comment se comporter avec les autres, comment aider, comment s'engager, etc., etc. Oui, c'est des apprentissages. Et pour revenir à l'école, par exemple, Jay, toi, quand tu es venu à l'école faire des cours d'anglais, alors il n'y a pas de formation, évidemment. Enfin, toi, tu avais une formation en anglais, mais il n'y a pas de formation pédagogique pour les gens qui, je vois que j'ai un petit écrit, j'y répondrai après. Mais l'éducation nationale fait une enquête sur les gens qui rentrent dans les écoles. C'est-à-dire que les gens qui ont fait de la prison ou les gens qui ont eu des soucis avec la police ou voilà, on leur interdit l'entrée dans l'école. Voilà. C'est pas une formation, mais c'est une prudence. D'accord. OK. Mais est-ce que tu crois on en a besoin? Comme tu disais tout à l'heure, pour la formation, c'est-à-dire pour entraîner les gens, pour les former. Oui. Oui, Oui, je pense que ça fait partie et de l'éducation qu'on reçoit dans les familles et de l'éducation et de l'instruction qu'on reçoit dans les écoles. Euh, on n'est pas, je pense que, comment dire, l'ouverture au monde, ça s'apprend. oui. C'est pas inné. Il y a des gens qui l'ont pas appris chez eux, alors pour diverses raisons, et c'est beaucoup plus difficile pour eux. Oui. Alors, j'avais une D'accord. petite question, qui est une très bonne Oui. question, je ne sais plus qui l'a posée, qui C'est me demandait si Danuja. j'avais été, oui, Oui. si j'étais Vas-y. découragée plusieurs fois par semaine. Voilà, je suis découragée plusieurs fois par semaine. Là, je vous donne un petit exemple tout simple, hein. On paye une professionnelle qui vient donner des cours de lecture à haute voix aux gens de l'association. Donc, on paye avec l'argent de l'association, on en a discuté, tout le monde était OK. Et au moment des inscriptions, parce que c'est quand même dans 15 jours, il s'avère que la plupart des gens qui font partie du groupe disent: «Ah ben, je ne suis pas là». Voilà. Donc, je ne suis pas découragée, mais il faut que je trouve une solution. Puis quelquefois, on a du monde à nos spectacles et puis quelquefois, il y a personne aussi, hein. Quelquefois, il y a 3 personnes. On avait fait venir la championne de France de slam, qui était une personne âgée en situation de handicap. On l'avait fait venir à la baraque, pour slammer. Et il s'avérait qu'il y avait 3 personnes dans la salle. Donc là, j'étais un peu découragée, ouais. Ou je suis découragée quand il faut faire la paperasse. J'ai horreur de faire la paperasse.
quand il faut remplir des dossiers. Voilà. Oui, ça m'arrive d'être découragée, mais je tiens la route et je tiens bon. Voilà. Mais comme on dit, à un cœur vaillant, rien d'impossible, tu avances et tu continues, c'est ça? Voilà. Très bien. Bon, alors une autre question pour toi, Anne, et enfin, pour tout le monde aussi. Comment vous voyez ça? Parce qu'aujourd'hui, on voit que avec le professionnalisme, ce qui se passe, c'est que les jeunes qui s'y intéressent pour faire du bénévolat, et après, ils veulent avoir de l'expérience pour se mettre et pour surtout trouver les débouchés professionnels. Alors, parce que dans les entreprises, dans les associations ou les organisations où ils veulent travailler, eux, ils exigent qu'ils aient de l'expérience. Et voilà. Et donc, les jeunes étudiants, ils s'y intéressent à faire du bénévolat, surtout pour les débouchés professionnels. Comment tu vois cette évolution? Est-ce que c'est déjà très bien? Au moins, ils s'y intéressent pour trouver des débouchés professionnels et qu'ils s'y mettent, c'est déjà très bien. Ou tu vois que c'est pas la même idée, la volonté, c'est pas la même, le sentiment, c'est pas le même. Est-ce que ça se passe en France aussi? Parce qu'en Inde, je vois que ça se fait comme ça. Enfin, mais surtout pour une insertion professionnelle, ça peut être une passerelle. Mais c'est comment en France? Ou comment tu vois cette évolution, ce changement? Non, bah, c'est tout à fait exact, tout à fait. C'est une belle ligne dans un CV, ça c'est sûr. Plus il y a d'engagement, plus les lignes du CV, voilà, plus le CV est conséquent et plus ils ont des chances soit d'intégrer des grandes écoles, parce qu'en France, il existe Parcoursup à la fin de la terminale où les jeunes sont obligés de monter un dossier pour pouvoir intégrer des écoles. Et quand on voit que soit qu'ils ont eu des pratiques sportives, soit qu'ils sont engagés dans une association ou qu'ils ont fait du bénévolat, c'est très profitable et pour intégrer une école et après pour intégrer le milieu professionnel. Alors moi, je trouve que c'est super. Je trouve pas du tout que c'est embêtant. Alors soit, quelquefois, on a des jeunes qui viennent à l'association qui s'engagent que pour avoir une ligne dans le CV, mais ils s'engagent. Et je me dis que c'est un petit pied qu'ils mettent dans le rouage du bénévolat et qu'après, ça va leur permettre, peut-être quand ils seront plus insérés dans la vie de la société, et puis quand ils auront du temps, parce que les jeunes, c'est quand même chronophage hein, de faire des études. Et quand ils auront du temps, eh ben, ils reviendront. Alors pas forcément chez nous, peu importe, mais dans d'autres associations. Et la fille dont je vous parlais, là, qui nous fait des visuels, c'est une étudiante. Elle n'a pas le temps de venir, puis elle a d'autres choses à faire. Moi, je comprends, j'ai été étudiante aussi, hein. Je sais ce que c'est, hein. Elle veut être avec ses copains, machin. Mais elle s'engage à son niveau, petitement. Elle a sa ligne dans le CV. Elle me demande si je peux lui faire des lettres de recommandation que je fais avec grand plaisir, où je dis tout le bien que je pense de son travail. Et puis voilà. Et on est gagnant-gagnant dans cette histoire. Oui, tout à fait. En fait, il faut commencer quelque part, ça c'est important, et puis on peut vraiment revenir après avoir trouvé son travail si ça nous intéresse. Et ça nous donne aussi cet aspect-là de voir le monde différemment, et surtout quand on est jeune et quand on a plus de temps par rapport à notre vie professionnelle qui devient compliquée après. Oui, c'est vrai. Très bien, merci Anne. Je vois Jeannette. Oui, Jeannette, à toi. Oui, Madame Anne, je suis très heureuse pour voir votre maison premièrement. Et ma première question ici, c'est quels sont les autres sentiments que vous pouvez ajouter avec l'organisation ONG et peut-être les bénévoles? Quels sont les autres sentiments que vous pouvez ajouter ici? Parce que vous avez euh, beaucoup d'expérience ici, n'est-ce pas, madame? Quels sont les sentiments que je peux ajouter? Mais de toute façon, il y a, ça c'est sûr, il y a la Vous avez joie de. dit, vous avez dit que la curiosité est très importante. Je suis absolument d'accord avec vous, mais d'autres sentiments que vous Oui. pouvez ajouter. Alors, il faut être organisé. Il faut être très organisé parce que donc moi, je fais les films, je fais le montage, c'est beaucoup de temps. Je fais toute la communication. Donc ce matin, je me suis levée très tôt parce que nous, on a une newsletter qui part tous les dimanches soirs à 21h10.
Donc, il faut que la newsletter soit terminée. Donc, il faut que j'appelle les gens qui doivent m'envoyer des photos le dimanche avant midi, parce que l'après-midi, voilà, je le consacre à ma famille. Donc, il faut être organisé. Il faut être extrêmement patient, surtout quand on est responsable d'une association, parce qu'on n'est pas à la place des autres. Il y a des gens qui peuvent être malades, il y a des gens qui peuvent avoir pas le moral, il y a des gens qui n'ont pas envie de s'engager. Il ne faut pas les brusquer, parce que sinon on les perd. Donc, toutes les petites mains, même les petites mains qui ne sont pas là souvent, sont très utiles à l'association. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait toujours une cohésion de groupe, faire beaucoup de moments conviviaux. Quand je dis on mange ou on boit, c'est très important. Et puis, il faut avoir de l'énergie, voilà. Et puis, pas montrer quand on baisse les bras, pas montrer quand on est agacé. Je l'ai montré une fois, j'ai perdu la personne 2 jours après, elle partait de l'association parce que j'étais agacée. Je lui ai montré et voilà. Donc, faut faire très attention en fait. Avoir comment on dit? Du self-control. Oui, oui, je suis absolument d'accord, madame, parce que quelques personnes rejoindre ou joindre les organisations comme l'organisation ONG, mais après quelques temps, il a dit ou elles ont dit que j'en ai marre pour trouver le temps, pour ajouter le temps, pour peut-être utiliser le temps pour travailler avec l'organisation. Merci beaucoup, madame. Merci. Je peux rajouter que c'est beaucoup plus facile pour moi de m'engager parce que c'est mon projet. Et en fait, les gens s'engagent toujours énormément pour leur projet. S'engager pour le projet des autres, c'est compliqué. Donc, quand les gens s'engagent pour un projet collectif, il faut être très positif et puis il faut s'appuyer sur toutes les compétences de tout le monde et faire en sorte que ce soit vraiment collectif. Ne pas se mettre en avant non plus. Voilà. Essayer de rester à sa place, puis que voilà. Merci, madame. Merci. Je vous en prie. Merci Jeannette, merci Anne. Voilà, je vois Sima, à toi. Oui, merci Jay. En fait, je voulais dire la même chose que Jay vient de parler à propos des jeunes ici en Inde. C'est vrai que pour faire des études supérieures, pour obtenir des points, il fait le bénévolat. Mais je pense, comme vous avez dit, vous venez de dire en fait que cela encourage les jeunes, même s'ils le font pour les points. Mais on ne sait jamais ce qu'ils vont expérimenter et ils vont rentrer. Et ici, je voudrais partager en fait l'exemple de fils d'une amie en fait. Et donc, ce garçon, son papa il a comment dire, une association, une maison à la retraite pour les personnes âgées. Et donc, il a fait ses études en Australie, mais malheureusement, son papa est décédé soudainement, au dormant. Et maintenant, c'est lui, c'est le jeune garçon de seulement, je pense, il a 24 ans. Il s'occupe de cette maison. Et il est si occupé qu'il ne même vient pas à la maison. Il ne rentre pas à la maison. Il vient quelquefois 1 ou 2 fois par semaine et il y reste et il prend soin de toutes ces personnes. Donc, je pense que c'est bien sûr que c'était leur propre comment dire, association, mais en même temps, je pense que, comme on dit, internship, ce qu'il a fait avant d'aller en Australie, peut-être cela lui a inspiré, l'a inspiré, et c'est pour cela qu'il a pu rentrer et il a pu prendre soin de tout. Et voilà ce que je voulais dire. Merci. Non, très Merci. bien. Oui, absolument. Oui, merci Simon. Ça nous aide vraiment de trouver ce qu'on va faire après. Et donc, c'est vraiment un entraînement et de se connaître aussi des fois. On ne sait pas, on est doué, on n'est pas doué, on est doué différemment, quelles sont nos compétences. C'est aussi pour se voir et se connaître d'une façon beaucoup plus profonde, je dirais. Oui, tout à fait. Très bien, merci. Quelqu'un d'autre, si vous avez des questions ou votre expérience personnelle, si vous avez déjà travaillé, vous avez, voilà, je vois Manisha. Oui, Manisha, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour Anne.
Tout d'abord, Bonjour. je voudrais vous remercier pour cette belle présentation. Et puis, j'ai quelques questions. Et donc, je voudrais vous poser cette question. Quels sont les principaux obstacles que vous voyez selon vous, c'est-à-dire les obstacles au bénévolat en France aujourd'hui? Et la situation a-t-elle changé par rapport aux décennies précédentes? C'est une excellente question, oui. Nous, ma génération, on est une génération qui s'est beaucoup engagée dans le bénévolat. Je pense qu'il y a eu des déçus, ça c'est sûr. Je pense que les jeunes sont beaucoup plus prudents maintenant et ils ont raison. Ouais. Mais de toute façon, s'engager dans le bénévolat, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut être curieux. Et je pense que le principal obstacle, c'est l'information. En fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas toutes les possibilités de bénévolat qui sont offertes. Et si on ne va pas chercher par soi-même, ou si on n'est pas initié par quelqu'un, c'est toujours un rapport avec la curiosité, hein. Je pense qu'on passe peut-être à côté d'opportunités qui pourraient nous intéresser. Moi, je fais de l'aviron. Pourquoi? Parce que j'en ai fait avec mes élèves quand j'étais à l'école. Mais peut-être il y a d'autres sports que je ne connais pas qui pourraient m'intéresser. Je ne sais pas. L'obstacle, je pense, oui, c'est le manque d'information des gens. Et puis, est-ce que c'est par rapport aux autres générations? Je ne sais pas. Les jeunes, à nouveau, se réengagent dans des causes, mais qui ne sont pas les mêmes que les causes de ma génération. En France, en ce moment, les jeunes s'engagent beaucoup sur les causes environnementales, sur les causes de la défense de l'environnement, de la défense de la disparition des animaux. Et puis, s'engage beaucoup sur le genre aussi, sur la défense, sur l'égalité entre les filles et les garçons, sur les problèmes liés à l'inclusion des handicapés aussi. Ça touche. Les jeunes sont très intéressés par ces thèmes-là. Voilà. Merci beaucoup. En fait, Je vous en vous prie. avez répondu à une autre question que j'allais vous poser. C'était, y a-t-il des domaines différents pour les différentes tranches d'âge pour le bénévolat? Par exemple, j'allais vous demander quels sont les domaines préférés des jeunes ou des adultes en France aujourd'hui. Mais je pense que c'est déjà fait. Alors, merci beaucoup. À part ça, j'ai une dernière question. J'ai lu récemment un article qui disait que la dernière enquête de l'IFO, je pense que vous savez déjà, ça montrait que le taux d'engagement bénévole associatif diminuer plus chez les femmes que chez les hommes. Alors, quelles pourraient être les raisons selon vous pour ça? Je suis un peu surprise par cette révélation, à vrai dire. Alors moi, je n'ai pas la réponse et moi aussi, ça m'étonne beaucoup, Manisha. Ça m'étonne énormément parce que moi, je côtoie beaucoup de femmes dans le milieu associatif. Oui. Peut-être que ça pourrait être à cause du manque de temps, vous pensez? Ça pourrait être parce que... Peut-être. Alors, il y a aussi le fait que la génération au-dessus de moi, c'est-à-dire les gens qui ont plus de 70 ans, c'était beaucoup porté par des femmes. Peut-être que et elles étaient très militantes, hein, beaucoup plus que nous, hein. Elles militaient dans des associations. Quand je dis nous, je parle de ma génération, mais c'était des femmes extrêmement militantes qui militaient politiquement, qui militaient dans des syndicats.
Je vois dans des associations, par exemple les Restaurants du Cœur, Collectif pour la paix, tout ça, c'est porté par des femmes et des femmes qui sont vieillissantes. Alors peut-être que cette cohorte de personnes âgées femmes ne se renouvelle pas, je ne sais pas. Mais c'est juste une supposition, j'en ai aucune idée en fait. Non, non, c'est pas grave. Merci beaucoup pour Je vous en prie. Ok. Merci Manisha. Alors, la question de Manisha me fait penser à cet aspect-là. Anne, tu vas nous expliquer. En fait, les hommes et les femmes, est-ce qu'ils abordent des façons différentes? Tu vois, que quand une femme s'implique pour faire du bénévolat et qu'un homme il s'implique pour faire du bénévolat, est-ce qu'il y a des approches différentes ou il n'y a pas de différence et que le produit final, c'est-à-dire le résultat, est-ce que ça change? Enfin, juste pour voir comment on peut trouver la différence entre les hommes et les femmes ou il n'y a pas de différence. C'est juste par curiosité, je te pose cette question basée sur la question posée par Manisha. Par ton expérience, comme tu as côtoyé les hommes et les femmes ensemble dans toutes ces associations, tout ce travail que tu as pu entreprendre. Juste pour voir comment elles réagissent, comment les hommes ils réagissent. Je dirais que, par exemple, toutes les associations qui sont des associations nationales, par exemple les syndicats, les Restaurants du Cœur, je parle souvent des Restaurants du Cœur, mais qui sont chapeautés par un collectif solide qui existe depuis des années, je pense que hommes-femmes, c'est pareil, hein. Mais peut-être que dans les petites associations, notamment les associations rurales, ou peut-être qu'on a encore un petit peu le cliché, j'en sais rien, mais peut-être encore le cliché, c'est les hommes qui vont faire de la manutention, c'est-à-dire décharger les camions, je sais pas. Mais nous, à la baraque, ça dépend en fait. Non, franchement, je pense pas qu'il y ait de clivage homme-femme sur les engagements, parce que bon, je fais partie d'un collectif de peinture, il y a des hommes, il y a des femmes. À l'Aviron, il y a des hommes, il y a des femmes. À la baraque aussi. Je ne sais D'accord. pas. Je ne sais pas, Monsieur Jay, je suis désolée. Non, il n'y a pas de souci. En fait, la question, c'était juste à travers leur vision du monde. Comment ils voient cet aspect-là, ce travail-là, pour faire le bénévolat, comment ils abordent. Est-ce que pour voir à travers le regard d'une femme, c'est différent, d'un homme, c'est différent, et comment ça change? C'était l'idée, en fait. Mais c'est pas un problème. Bon. Je ne pense pas. Non. C'est pense pas que ça pareil. change, Alors, mais c'est bon, ça change. peut-être. Ok. Non, pas de souci. Non, ça peut aussi nous donner des idées de travailler là-dessus. Merci. Je vois, il y a Chamen et puis on va passer vers Sima. Chamen, à toi. Oui, bonjour madame. Bonjour. Ma question c'est qu'en Inde, on a un diplôme qu'on peut obtenir qui s'appelle MSW, un master en assistance sociale. Je voudrais savoir que si ce genre de diplôme existe en France et si oui, ça sert à quoi exactement quand on peut s'insérer directement en assistance sociale? Alors, les assistantes sociales en France, elles ne sont pas bénévoles, hein, elles sont rémunérées. C'est le sens de votre question? Oui. Alors, l'assistante sociale, son travail, ça va être de travailler auprès des publics qu'on appelle les publics fragiles, c'est-à-dire les gens qui ont besoin soit d'une aide financière, donc ils vont les aider à trouver des moyens d'obtenir une aide financière, soit de l'État, soit des prestations sociales. Ça peut être aussi une aide, par exemple pour des personnes âgées, sur comment remplir des papiers, parce que maintenant tout se fait par informatique et puis la plupart des personnes âgées sont complètement hermétiques à l'informatique. Ça peut être aussi malheureusement dans des situations de conflits familiaux, de mettre les enfants à l'abri dans une famille d'accueil. Quel peut être encore le travail de l'assistante sociale? Aider aussi les migrants à s'insérer dans la société. C'est une aide aux familles en difficulté, en fait, aider les enfants à trouver quelqu'un qui va les aider à faire les devoirs. Enfin, en fait, c'est aider les gens qui sont en difficulté, voilà, sur le territoire français.
Ok, merci, madame. Je vous en prie. Merci, Chamène. Merci, Anne. Alors, oui, Sima, à toi. Oui, merci. En fait, je voulais dire que même en Inde, c'est assez répandu. Il y a beaucoup d'associations comme ça. Mais je pense qu'il y a notamment, ce sont les personnes qui sont déjà à la retraite. Donc, Jay, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense qu'on voit les personnes, mais ils sont, il n'y a pas assez de jeunes, on dirait. Parce qu'ils sont très occupés, on gagne de l'argent, on gagne leur vie. Mais ici, je voudrais aussi ajouter que il y a plusieurs associations, même il y a parfois des annonces sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Il y a des associations, il y a des ONG même pour les animaux, pour les chiens notamment. Et on veut qu'on y participe ou que même quelquefois ça aussi arrive que même si on ne peut pas y aller physiquement, mais on peut même contribuer. Mais il y a toujours le risque qu'on peut nous duper. Et donc, cela nous arrête aussi quelquefois. Donc, comment on peut savoir que c'est vraiment une association qui travaille pour comment dire, dans le but d'aider les autres, les pauvres ou des personnes qui sont en besoin? Alors en France, il y a une protection juridique qui permet aux gens de savoir si c'est vraiment une association. C'est-à-dire qu'il y a une loi, c'est la loi de 1901, qui, quand on crée une association, moi quand j'ai créé l'association de la baraque, par exemple, quand on a créé l'association, on est obligé d'aller à la préfecture, de déposer le nom de l'association, la date du dépôt, le nom des gens qui vont être élus. Alors, dans une association, il faut un président, c'est obligatoire, un président, un trésorier et un secrétaire. Bon, secrétaire, c'est pas obligatoire. Vice-secrétaire, c'est pas obligatoire. Vice-trésorier et vice-président non plus. Secrétaire adjoint, voilà. Mais il faut être au moins 3 personnes et il faut déposer les statuts. Les statuts, c'est un texte qu'on va écrire, où on va dire tout ce qu'on va faire dans l'association, tout ce qu'on a le droit de faire, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, comment on l'a créé, comment on l'a dissous, comment on fait les votes, etc., etc. Donc, nous, en France, c'est marrant parce que cette question, on me l'a posée hier. Il y a quelqu'un qui est intéressé pour intégrer notre équipe de caméraman à la Web TV et il m'a demandé est-ce que vous avez une association de loi 1901. J'ai dit oui. Et en fait, on peut aller sur le site de la préfecture et sur le site de la préfecture, il y a tous les noms de toutes les associations avec leur date de création, leurs responsables et quel est l'objectif de la création et quels sont les statuts. Donc, c'est visible par tout le monde. Donc là, on ne peut pas se faire duper. Et quand en plus c'est une association qui est d'utilité publique, alors moi je ne suis pas une association d'utilité publique, mais par exemple Greenpeace, c'est une association d'utilité publique. Et en plus, quand on adhère à cette association, c'est déductible des impôts en France. C'est-à-dire que quand on paye les impôts, on enlève la cotisation qu'on a payée parce que l'association est votée d'utilité publique. Alors, ce n'est pas l'association qui décide si elle est d'utilité publique, c'est les instances, c'est la préfecture. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, Sima. Alors, chers amis, si vous avez toujours des questions à lui poser à Anne, n'hésitez pas à les soit poster dans notre chat box ou bien vous pouvez même, voilà, Tanuja. Quand je repartageais un instant dans ma vie. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé à l'Institut qui travaille pour les enfants avec les déformations, les déformités. Et il était vraiment une période difficile dans ma vie parce qu'après les surgeries sont très compliquées et les enfants crient avec la douleur et, et grâce à le travail, chaque jour, je remerciais le Dieu que toutes les parties de mon corps marchent bien. Il était un trop difficile période dans ma vie. 5
je travaille avec les enfants. Merci Tanuja pour cette belle expérience et puis pour cet engagement. Mais vous avez raison, s'engager pour les autres, ça apporte beaucoup de joie et ça apporte beaucoup d'envie de continuer. Et ouais, vous avez raison, on ne peut que remercier ce que ça nous apporte, effectivement, comme expérience et puis voilà, comme relation entre êtres humains. Absolument. Oui, Tanuja, c'est vrai ce que tu viens de dire, à quel point on a de la chance quand on voit autour de nous des gens qui sont défavorisés. Alors, ça nous donne cette idée d'apprécier notre vie et aussi de faire quelque chose pour les autres. Voilà, c'est pour ça notre thème d'aujourd'hui. Voilà, on est presque vers la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ou bien, j'ai une toute petite question pour toi, Anne. On a dit que, bien sûr, les associations, les organisations sont très importantes pour faire avancer notre société et que cela devient un endroit idéal pour nous tous. Mais tu vois un changement autour de toi à travers les associations, les organisations, et est-ce que tu vois que, ou bien il reste bien sûr toujours du chemin à faire, et comment tu vois, c'est quoi le changement que tu vois autour de toi, surtout avec tes associations à toi, et est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas ce que ce serait sans, hein, mais tout ce que je vois, c'est que, alors notamment dans la ville du Creusot, qui est une ville ouvrière, j'en parlais tout à l'heure, où les gens sont vraiment beaucoup investis dans des associations. Effectivement, ça tisse un lien social, ça c'est évident. Je pense que sans les associations, s'il y avait que le travail, ce serait d'une tristesse voilà, incroyable. Oui, je pense que ça tisse le lien social. On ne sait pas ce que ce serait sans, mais c'est très bien avec. Et puis, s'il me reste 2-3 minutes, voilà, je voudrais revenir sur ce dont on a Oui, parlé avant de se connecter avec tout le monde, sur la oui, différence entre pratiques amateurs, passion et engagement et bénévolat. Alors, pratiques oui, amateurs, c'est on le fait sans s'engager. Moi, je fais de l'aviron sans m'engager. C'est ce que je disais. Je participe pas au bureau, je participe pas à la recherche de finances, voilà. Je fais ça pour le plaisir, mais si à un moment donné, ils ont envie par exemple, que je les aide à faire quelque chose, si j'ai le temps, c'est pas pratiques amateurs. Puis si j'ai envie, je le ferai. Voilà. Quand on est bénévole, c'est le bénévolat, c'est pour faire avancer l'engagement citoyen. C'est-à-dire le bénévolat, c'est pour prêter main forte à une cause, mais collective. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, quand on est débutant, débutant, on débute. Donc là, on est plutôt dans une situation d'apprentissage. Et puis, ben voilà, je crois que j'ai fait le tour entre pratiques amateurs, bénévolat et apprentis. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça va, vous comprenez? Oui, Oui. très bien. Oui, madame. Parfait, parfait. Alors, tout à la fin, j'aimerais bien on remercie ensemble Anne. Et pour ça, j'aimerais bien vous apprendre rapidement le bain bourguignon. Alors, et donc, chers amis, vous Le voyez, banc bourguignon. le bon bourguignon. Voilà. Et Anne, tu vas nous aider à le faire. Et après, c'est pour toi, en fait. Tu vois? Et donc, quand on est content, quand on veut remercier quelqu'un, on le chante ensemble. Et comment ça se fait? Euh, on le fait ensemble, Anne, pour Oui. pour le Alors, rapprendre. Et après, oui. oui. Alors, souvent à la fin d'un spectacle, pendant un mariage, pendant une fête d'anniversaire, et ça se pratique qu'en Bourgogne et du côté de Dijon surtout, les gens, spontanément, il y a quelqu'un qui, dans l'assistance, démarre et les autres suivent. Donc, je veux vous le faire. Donc, ça fait. Alors, ça se fait avec les mains. La 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 l'air, la 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 l'air, la 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 la. Voilà, c'est très simple. Allez-y, allumez vos caméras et activez vos micros. C'est pour Anne. Et on va le faire tous ensemble. Allez-y. Vous êtes prêts, tout le monde? Activez vos La la micros. Là.
1, 2, 3. La 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 Bravo, Merci beaucoup, merci. bravo à tous. Bravo, bravo, c'était Oh, super. Merci merci. beaucoup, Anne. Merci. C'était vraiment touchant. Et comme aujourd'hui, c'est la journée des mères et c'est pour célébrer l'énergie féminine, alors j'aimerais bien dire quelque chose. Ce que dit Anne, c'est un message pour les femmes. Faites ce que vous avez envie de faire. Faites entendre votre voix. Essayez, ratez, recommencez. L'essai et la patience parviennent souvent à l'aboutissement. Alors, merci beaucoup, Anne, pour ces mots. Merci si beaucoup, importants. Merci à tous. Merci beaucoup à Merci, tous. chers amis. Merci, madame. Merci beaucoup et bonne fête de mère. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Bon, Prenez soin de vous. Au revoir tout le monde. Bonne journée.